Il était une fois un homme, Arnolfini, et une femme, Senami. C'étaient des bourgeois originaires de Lucques, en Italie, qui s'étaient installés à Bruges, dans les Flandres. Un jour, ils décidèrent de se marier. Ils demandèrent alors au peintre Jan van Eyck de réaliser un tableau de la cérémonie. Van Eyck accepta de bon cœur. Il peignit le tableau, le signa et se représenta même dans le miroir placé derrière eux. Voilà une belle histoire pour endormir les enfants le soir. Mais vous, est-ce que vous croyez à ce genre de conte de fées? Quand Van Eyck revient à Bruges au début des années 1430, il est au sommet de son art. Il a 40 ans, il travaille pour le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, l'un des hommes les plus puissants de son temps. C'est son peintre officiel, mais il remplit aussi des missions secrètes. Ainsi, Philippe le Bon l'envoie au Portugal pour négocier les termes de son futur mariage avec Isabelle du Portugal et aussi pour faire le portrait de sa promise qu'il n'a jamais vue. Comme peintre, Van Eyck est au-dessus du lot. 70 ans avant la Joconde, il a porté la technique de la peinture à l'huile à son plus haut niveau. Il a un coup de pinceau d'une finesse extraordinaire. Dans la Vierge du chancelier Rollin, on distingue des personnages qui font moins d'1 millimètre de haut. Il a porté le réalisme à des sommets jamais atteints, notamment les reflets et le rendu des matières. Il est l'inventeur du portrait à l'occidental, cadré en buste, le visage tourné vers la gauche ou regardant le spectateur, ce qui est très novateur à l'époque. Et puis, il est l'un des premiers à signer ces tableaux. Il va même encore plus loin, comme dans le tableau La Vierge au chanoine Van der Pelle, où on l'aperçoit en train de peindre dans le reflet du bouclier de Saint-Michel. Van Eyck peint des portraits d'un réalisme étonnant, comme cet homme mal rasé, coiffé d'un chaperon bleu. En 1432, il termine son œuvre la plus fameuse, L'Agneau mystique, véritable performance de couleur, de minutie et de trompe-l'œil. Signe qu'il est en cheville avec les puissants, il dessine et peint le portrait du légat du pape, Niccolo Albergati. En 1431, il achète une maison à Bruges, dans la Gouden-Anstraat, à proximité des demeures des riches marchands et des grosses auberges, donc tout près de sa clientèle potentielle. Il entame une série de portraits des bourgeois importants de la ville, et c'est en 1434 qu'il livre un double portrait aussi fascinant qu'énigmatique, les époux Arnolfini. Dans une petite chambre, un couple. De la main droite, l'homme paraît prêter serment. Il tient dans sa main gauche la main droite de la femme. Il a une bague à l'index, elle porte 2 bagues à l'annulaire et l'auriculaire et un collier en or. L'homme est vêtu d'un pourpoint noir, d'une huque en velours de soie lit de vin, rehaussée de zibeline et coiffé d'un chapeau de paille noire. En dessous, un doublet en soie au poignet argenté. Son visage est inexpressif, tourné vers le côté. La femme porte une robe bleue recouverte d'un surcot en laine verte bordé d'écureuils. En bas, le tissu est froncé, cousu et découpé. En haut, il est serré par une ceinture. Ses cheveux sont retenus dans des filets formant des cornes selon la mode et recouverts d'un voile blanc. Derrière elle, un meuble à haut dossier dont le coin est orné d'une sculpture de Sainte Marguerite émergeant d'un dragon et où pend une balayette. Le grand lit dont les rideaux sont ouverts est recouvert d'un coûteux tissu en laine rouge. Au fond, une banquette avec des coussins rouges couverte d'un drap descendant sur le repose-pied. Au sol, un tapis d'Orient à motif floral et 4 feuilles. Entre les 2 personnages, un petit chien, un griffon bruxellois, symbole de fidélité. Au-dessus des mains, une créature diabolique fait écho à un lion juste en dessous. Sur le sol, des sortes de patins en bois sculptés qu'on appelle des socs, qu'on porte à l'extérieur par-dessus les chausses. Elles sont maculées debout. Sous la fenêtre, un coffre en bois avec 3 oranges. Une autre sur le rebord de la fenêtre. Le garde-corps indique qu'on est à l'étage. La fenêtre à 6 volets est fermée en haut par un vitrage en cul de bouteille. Après le mur de briques, un cerisier avec ses fruits. Sur le chandelier en cuivre superbement représenté, une des bougies est allumée et l'autre éteinte. Sur le mur, la signature du peintre en latin signifiant « Johannes Van Eyck fut ici » ou « fut celui-ci » et l'année 1434. En dessous, un chapelet à perles d'or. L'étrangeté de la scène est accentuée par la fausse perspective.
Les lignes de fuite ne convergent pas, rendant la pièce évasée, étroite et profonde. Cette étrangeté est renforcée par le miroir convexe, entouré des 12 scènes de la Passion tel un œil inquisiteur. On pénètre alors dans l'envers de la scène. Dans un cercle de moins de 5 cm, Van Eyck représente la pièce distordue, les époux vus de dos et 2 autres personnes dans le fond, l'une en rouge, l'autre en bleu. Probablement Van Eyck est un ami, un collaborateur ou son épouse. On remarque une autre fenêtre à gauche, invisible auparavant, une porte au fond et une poutre qui appelle des combles. La présence hypnotique du miroir insuffle de la magie à cette scène qui s'ouvre sur un autre monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Van Eyck réalise ce tableau, il est le peintre de Philippe le Bon à la cour de Bourgogne. On perd la trace du tableau jusqu'à ce qu'un noble de la cour, Diego de Guevara, le donne à Marguerite d'Autriche, chez qui il est signalé en 1516. Cette femme est une princesse de Bourgogne et infante d'Espagne. Le tableau entre donc à la cour d'Espagne et y reste 3 siècles. On le repère ainsi chez Marie de Hongrie, la sœur de Charles Quint. En 1808, Joseph Bonaparte devient roi d'Espagne grâce à son frère Napoléon Ier. Il accapare l'œuvre avec quelques dizaines d'autres. Mais il est vaincu à Vittoria par Wellington qui récupère 80 tableaux, sauf les époux Arnolfini. C'est un officier britannique, James Hay, qui fait main basse sur le tableau qu'il vendra finalement en 1842 à la National Gallery. L'inventaire de Marguerite d'Autriche de 1516 parle d'un grand tableau qu'on appelle Ernoul le Fin et sa femme. Pendant longtemps, les historiens en ont donc déduit qu'Ernoul le Fin, c'était le marchand Arnolfini avec sa femme Giovanna Sedani, le jour de leur mariage. Et puis patatras, on a découvert que les fameux Arnolfini s'étaient mariés 6 ans après la mort de Van Eyck. Alors on a pensé que c'était sa première épouse, puis son cousin Niccolao avec sa seconde épouse, ou le même cousin avec sa première épouse, Costanza Trenta. Et comme le mariage était de plus en plus difficile à prouver, on a parlé de fiançailles ou d'union morganatique. Tout ça au gré de la découverte de nouveaux documents invalidant partiellement ou totalement les thèses précédentes. En réalité, tout ça ne tient pas debout. D'abord, ça présuppose qu'Ernoul le Fin et Arnolfini ne font qu'un. Rien n'est moins sûr. Aucun document, absolument aucun, ne confirme ce fait, ni d'ailleurs que Van Eyck connaissait Arnolfini. Et puis ce tableau est très pratique. Chacun peut y prendre ce qui l'intéresse pour écrire sa version ou écrire un nouveau livre. Par exemple, il y a une bougie allumée, une seule. Alors certains disent, on attend un accouchement. Et d'autres disent, mais non, la femme est morte, regardez, la bougie est éteinte, et l'homme commémore sa mémoire. Admettons. Mais la femme, quand même, elle a l'air d'être enceinte. Pas du tout, c'est un habit à la mode que portaient les femmes de cette époque. Oui, mais enfin, on pourrait porter un habit à la mode et être enceinte. Admettons aussi, et regardez les socques de l'homme, elles sont tournées vers l'extérieur, et les pantoufles de la femme tournées vers la banquette. Alors ça veut dire que l'homme sort et que la femme doit rester à la maison. Pas du tout, regardez la position des pantoufles. Elles sont écartées, et les socques de l'homme, elles sont rentrées en dedans. Ça, c'est la symbolique de l'acte sexuel. Vous voyez, on peut tout dire. Moi-même, d'ailleurs, j'ai ma version. Je pense que c'est Van Eyck avec sa femme, Margaret, qu'il a peint 5 ans plus tard et dont le portrait ressemble en plus âgé à la femme du tableau. Et lui-même, Van Eyck, ressemble à l'homme du tableau. Vous n'êtes pas d'accord? Alors c'est à vous d'écrire votre prochain livre. En réalité, nous ne savons plus lire cette œuvre superbe qui garde ainsi tout son mystère. Le Louvre a décidé de ne plus dire de ce tableau de Léonard la belle ferronnière, mais dame de la cour de Milan. La National Gallery de Londres serait bien inspirée d'en faire autant, et de ne plus dire les époux Arnolfini, mais couple de marchands de Bruges, et ça serait déjà s'avancer beaucoup. Au fond, tout ça, c'est un peu la faute de ce miroir, qui devait nous révéler la clé de l'énigme, et qui ne fait qu'embrouiller les choses. Comme le disait élégamment Cocteau, un miroir, ça ferait bien de réfléchir un peu avant de renvoyer les images.